Et on fait comme si on était 500. Bien, alors bonjour à tous. Dans le cadre des séances Twitch d'Aster, on vous présente aujourd'hui une intervention de Guillaume Brulfer de Atmo sur la question de l'ozone et de l'impact de l'ozone sur les plantes. Voilà, je vais vous laisser la parole et puis faire votre présentation. Eh bien, bonjour. Donc oui, Guillaume Brulfer, donc je suis correspondant territorial chez Atmo pour la Savoie et la Haute-Savoie et un petit peu le référent régional, en tout cas sur les problématiques d'ozone. Donc je vais partager l'écran et on va essayer de faire ça en une petite demi-heure. Donc, avant, je voulais quand même vous rappeler un petit peu la surveillance de l'air, comment ça se passait. Parce qu'en fait, on est une association, hein, c'est pas l'État qui fait strictement la surveillance de la qualité de l'air. En tout cas, elle le fait plutôt sur les industries. Nous, Atmo, on est une association loi de 1901 où l'État est partie prenante, les collectivités territoriales sont partie prenante, les industriels sont partie prenante et les associations environnementales sont partie prenante. Donc, c'est sans doute un modèle qui vous rappelle un petit peu quelque chose, mais en tout cas, ça permet l'indépendance et la transparence de la mesure et de sa diffusion. Alors, si on parle de l'ozone, déjà, il faut bien se remettre les idées au clair. Les plus anciens, on a tous en tête le trou de la couche d'ozone et les problématiques de trou de la couche d'ozone. Et là, on n'est pas du tout en train de parler de la même chose. Donc, il y a bien une couche d'ozone hein, qui est au-dessus de nous, qui avait de graves problèmes dans les années 80-90. Et aujourd'hui, ces problèmes sont en train de se résorber. Les mécanismes de formation de cette ozone sont très différents. C'est plutôt lié à de la foudre en haute altitude pour créer de l'ozone. Par contre, au niveau du sol, ce que l'on sait, c'est que l'ozone, il est en excès. Sur la période pré-industrielle, on avait des niveaux d'ozone extrêmement faibles. Et aujourd'hui, du coup, ces niveaux sont trop élevés et vont causer différents dégâts. Le seul petit problème qu'on a, c'est que l'ozone qui est formé au niveau du sol aura jamais le temps d'aller dans la stratosphère pour boucher un trou, potentiel trou de la couche d'ozone. On est vraiment sur deux mécanismes très différents. Quand on parle aussi d'ozone en excès, de quoi est-ce qu'on parle? On n'est pas en train de parler de quelque chose qui devient prépondérant dans l'atmosphère et pour la pollution de manière générale. Hein. On a toujours un air qui est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. Et quand il y a un pic de pollution, qu'il soit en dioxyde d'azote, de soufre ou d'ozone, c'est une augmentation extrêmement faible au regard de ça. On est toujours en termes de composition de l'ordre de 10-6, donc des composés très, très petits hein, qu'on mesure en microgrammes par mètre cube. Après, si on regarde un petit peu comment ça se passe, la pollution de l'air, avant de regarder l'ozone, je pense qu'il faut avoir un petit peu cette photographie-là. Il y a deux types de sources. Il y a des sources dites naturelles, qui sont peut-être moins connues, et puis des sources liées aux activités humaines. Donc sur cette diapo, ce sont les sources dites naturelles. Et on va retrouver comme ça différents émetteurs auxquels on ne s'attendrait pas forcément dont particulièrement on peut noter la végétation, donc les arbres, les fleurs, qui vont émettre des composés organiques volatiles. En gros, c'est tout ce qui sent. Donc ça, c'est finalement peut-être pas grand-chose à l'échelle d'un arbre, mais quand on fait la somme de tous ces composés organiques volatiles, à l'échelle de la région, c'est 75% des émissions, et sont liées à des émissions naturel. Après, on peut retrouver tout ce qui est feu de forêt ou éruption volcanique, plus ou moins naturelle. Effectivement, éruption volcanique, pas trop chez nous en métropole. Tout ce qui est érosion par le sol, on peut en retrouver. Et tout ce qui est décomposition, donc dans les eaux humides, marais, tourbières, etc. Ça, c'est la première famille. La seconde famille, donc les sources anthropiques, ça, on les connaît plutôt bien, même si on connaît enfin, le grand public connaît moins bien les proportions et quel polluant est à considérer. En tout cas, peu importe, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on a une pollution qui est liée au transport, au secteur résidentiel tertiaire. C'est peut-être ça qui est le moins bien compris aujourd'hui. Hein. C'est toutes les activités que vous pouvez avoir à l'intérieur de chez vous. Par exemple, quand vous achetez du mobilier, ça va émettre des composés organiques volatiles. Lorsque vous allez utiliser des peintures, lorsque vous allez utiliser des produits ménagers.
Et surtout, la problématique en Pays de Savoie, lorsque vous allez vous chauffer, et encore plus quand vous vous chauffez au bois dans un système non performant, ça va amener des problèmes. Après, ce qui est bien connu et bien montré du doigt et bien documenté, c'est l'industrie. Donc voilà, elle a un poids certain, particulièrement autour des zones industrielles. Et enfin, l'agriculture, nous, aujourd'hui, on la regarde un petit peu moins comme un émetteur sur ces composés classiques, même s'il y a d'autres problématiques, hein, effectivement, autour du changement climatique particulièrement. Alors tout ça va se mélanger, va faire une joyeuse soupe. Donc tous les composés vont vivre ensemble et se transformer pour certains, donc se dégrader et peut-être créer de nouveaux composés. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'ozone. C'est que l'ozone, personne n'en émet directement. C'est un composé qui est issu de transformations chimiques au pluriel, on va voir, et qui du coup va pouvoir vivre comme ça un certain temps. Plusieurs semaines, on va dire, et donc va pouvoir s'accumuler pendant plusieurs semaines. Et en bout de course, effectivement, on a tout ce qui est phénomène de dépôt. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est finalement le dépôt gazeux sur la végétation, qui du coup va entraîner des interactions. Donc, si on fait un petit portrait de cet ozone, c'est un composé qui est donc relativement stable une fois qu'il est formé. Il est plutôt présent l'été. Plus il y a de chaleur, plus on va retrouver d'ozone. Mais du coup, maintenant, on va retrouver aussi de l'ozone sur des périodes qui vont du mois d'avril au mois d'octobre, hein, si on donne ce mois d'octobre, avec des concentrations significatives et beaucoup moins importantes en période hivernale. Donc, il est issu de transformations chimiques et il est plutôt grand voyageur. Ses effets sur l'homme, c'est plutôt des effets classiques bien documentés d'irritation oculaire ou pulmonaire qui vont entraîner une surconsommation de médicaments, une surhospitalisation et pour les personnes les plus fragiles, une certaine mortalité. Alors, si on regarde un petit peu rapidement cette chimie de l'ozone, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est extrêmement compliqué. Là, c'est le cycle le plus simple qu'on puisse trouver. Et il faut partir du principe qu'il y a 160 réactions chimiques à peu près pour former de l'ozone. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que derrière, on arrive à cette diapo où c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on a une chimie qui n'est pas linéaire. Il suffit pas de supprimer un petit peu d'un ingrédient à sa base, donc des composés organiques volatiles ou des NOx, pour baisser les niveaux. Voire même, ça a l'effet contraire. C'est-à-dire qu'à certains moments, si je baisse mes oxydes d'azote, je vais pouvoir avoir des augmentations d'ozone. Et c'est tout l'effet paradoxal qu'on peut avoir d'ailleurs en milieu urbain, très urbain comme Lyon, où quand on fait des réductions de vitesse en période hivernale, en période estivale lors des pics de pollution, on va même retrouver parfois l'effet inverse de celui qu'on souhaitait au départ en augmentant les niveaux de concentration. Donc ce qui est peut-être important de retenir à travers ces diapos assez compliqués, voire même très compliqués, c'est qu'il faut agir massivement sur les deux sources pour avoir des effets significatifs. Donc baisser les NOx et baisser les COF si on veut avoir quelque chose. Avec une complexité supplémentaire, c'est qu'en plus, tous les composés n'ont pas le même potentiel de création d'ozone. Et on va avoir des composés qui vont être beaucoup plus forts pour créer de l'ozone que d'autres. Et donc, il y a des stratégies qui visent à baisser les composés organiques volatiles, par exemple en milieu industriel, à dire, bah oui, je vais du coup baisser en faisant de la substitution. Donc, ça peut être intéressant ou pas. Parfois, on va se retrouver avec des composés qui vont être pris en substituant, qui vont avoir un pouvoir de création d'ozone beaucoup plus important, même si on l'utilise en moindre quantité. Donc on est un petit peu dans ces problématiques-là aujourd'hui, et vous allez voir que du coup, la situation n'est pas franchement rose pour l'ozone. Malgré des points très positifs, c'est-à-dire que les composés qui sont à l'origine de la recette de l'ozone, ils baissent, et ils baissent de manière très significative. J'ai mis deux diapos en France, deux en Rhône-Alpes. Là, c'est les oxydes d'azote en France depuis les années 90. Donc, on a plus que divisé par deux, donc, ce qui est plutôt favorable parce que ces composés eux-mêmes, ils ont des effets sanitaires importants. Composés organiques volatiles, c'est pareil. Alors, ça baisse un petit peu moins vite ces dernières années, mais quand même, voilà, on a des baisses très importantes depuis les années 90.
Alors c'est la courbe en bas à gauche sur Rhône-Alpes avec les différentes baisses par famille, mais voilà, on est sur les mêmes baisses en Rhône-Alpes, il n'y a pas une exception rhône-alpine par rapport à la France. Donc c'est plutôt positif, on va dire, du point de vue sanitaire, mais pour autant, on l'a vu un petit peu précédemment. C'est pas parce qu'on baisse ces composés que l'on baisse les concentrations d'eau. Et du coup, c'est ce qui pose souci aujourd'hui, c'est que c'est le seul composé même qui est en augmentation, stabilité, voire augmentation où on est. Et si on regarde à l'échelle de la région, depuis 2007, c'est le seul composé qui augmente hein, de manière assez significative. On est de l'ordre de 20% d'augmentation des concentrations d'ozone, là où sur les autres composés, on a réussi à baisser de manière forte, hein, de baisser de 50%. Alors, ça paraît peut-être étonnant ces chiffres, mais en tout cas, il y a un grand public, le grand public a aujourd'hui beaucoup plus l'œil sur la pollution de l'air, il est beaucoup plus attentif, mais pour autant, la situation n'a jamais été aussi meilleure qu'aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt bien, et ça montre aussi que les efforts, on sait où les faire et comment les faire, et qu'il faut certainement aller plus vite, mais qu'en tout cas, on est sur une pente assez vertueuse. Pour l'ozone, c'est plus compliqué. Aujourd'hui même, on ne sait pas trop déterminer où on en est de ce cycle de l'ozone. Est-ce que bientôt ça va redescendre? Est-ce que c'est lié à des composés émis par l'industrie, par exemple, qui posent plus de problèmes que les autres? Quel est le rôle de la végétation là-dedans? On va le voir, mais par exemple, la végétation, enfin, vous savez sans doute ça beaucoup mieux que moi, en été, lorsqu'il fait très chaud, les émissions, ça s'arrête, c'est bloqué, quoi. Et du coup, ça aussi, ça a peut-être un rôle dans cette ozone et dans la création de l'ozone, puisqu'on ne retrouve pas les bons rapports de mélange, en tout cas ceux que l'on avait par le passé. Alors, il y a deux façons de regarder l'ozone, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue végétation. Donc là, c'est le point de vue sanitaire, où là, vous avez une carte d'exposition à l'ozone voilà, sur la population générale. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a la vallée du Rhône qui est très marquée parce que l'on a aussi fréquemment des remontées du sud hein, par la vallée du Rhône. Donc, on subit un petit peu les accumulations de la région PACA donc qui remonte jusqu'à nous, mais aussi, effectivement, cette vallée du Rhône, elle est très chaude, tout ce qui est autour de Valence, Drôme, Ardèche, c'est aussi des lieux de formation d'ozone importants. Et historiquement, on a toujours eu le bassin lémanique et Genève comme étant des endroits où l'ozone était extrêmement présent. Et donc, si on regarde sur votre département, ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est toute la zone des Voirons et d'Annemasse, où on a toujours eu les scores les plus élevés et les records même qui ont été mesurés l'ont été à Thonon, voilà, il y a une dizaine d'années. Alors, la carte était déjà un petit peu rouge quand on regardait la population, l'exposition des populations, mais alors si on regarde la carte de la végétation, là on est rouge, rouge vif, parce qu'on ne regarde pas tout à fait le même indicateur. On sait que la plante a une certaine capacité de résistance à l'ozone qui est mesurée à travers on va dire un dépassement de 40 microgrammes par mètre cube. Et on compte tout ce qui est au-dessus de 40 microgrammes par mètre cube et on accumule et ça donne cet indice de protection de la végétation. Où on voit que là, on a une large part de la région qui est surimpactée. Là où ça commence à poser un petit peu des problèmes et où ça permet aussi, en tout cas ça nous permet d'alerter les politiques, c'est que ça a des effets sur les productions agricoles qui sont absolument phénoménaux. On a des rapports INERIS-ADEME qui datent de 2010, donc à l'époque les niveaux étaient même pas encore aussi élevés, qui chiffraient les pertes. Alors hop, je les ai dessous, mais à l'échelle nationale, c'était 1 milliard d'euros par an de perte de rendement pour le blé, 1 milliard pour ce qui était fourrage, prairie, et 200 millions sur les pommes de terre. Donc c'est vrai qu'on se dit, tiens, peut-être un truc à jouer, encore plus quand on commence à parler d'indépendance alimentaire, peut-être qu'il y a un moyen de retrouver quelque chose assez facilement en agissant. C'est pour ça que le préfet de région a lancé un plan régional sur l'ozone pour essayer de faire baisser les choses. Hop, je retrouve mon écran. Voilà. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus les atteintes au milieu naturel et ce qui se passe. Hop, je suis embêté que ma barre d'écran, je remets là-haut. Voilà.
On va retrouver deux types d'impact sur la végétation. Le premier, c'est le pic de pollution, avec des dégâts foliaires, taches ou nécroses. On en verra un petit peu après en photo. Et le deuxième impact, qui est celui qui peut-être nous intéresse le plus, c'est la perturbation du métabolisme sur le long terme, donc qui va diminuer la croissance et la productivité des cultures après une période d'exposition prolongée. Donc la période d'exposition prolongée, c'est la période de croissance de la plante, quoi, hein, donc à partir du mois de mai où là, vous avez déjà les premières photos de nécrose. Alors, sur des plants de tabac, on reviendra dessus tout à l'heure, et sur de l'orme à droite. Donc, quel est ce mécanisme d'agression par l'ozone? Donc, nous, on n'est pas trop spécialiste de ça, mais en tout cas, de manière assez simple, au niveau de la feuille ou de l'aiguille pour les résineux, on a l'ozone qui va pénétrer par les stomates. Donc, ce sont les petites ouvertures qui permettent l'entrée du CO2 et la sortie de l'eau. Donc, une fois que l'ozone est dedans, il va se décomposer en espèces actives. Donc, ce que l'ozone, voilà, c'est comment dire, c'est un oxydant, hein. Donc il va agresser les mécanismes physiologiques de la plante. Après, la plante, du coup, va réagir par une série de composés antioxydants qui existent, mais il y a un moment où voilà, la barrière est dépassée et on va retrouver des dégâts cellulaires qui vont apparaître. Et là, du coup, les fonctions physiologiques vont être dégradées avec croissance altérée et à plus ou moins long terme, une plante qui va mourir. Alors, par contre, ces impacts, effectivement, ils ne sont pas très linéaires. Dès qu'on touche au vivant, c'est vrai que ça devient plus compliqué. Donc, on va avoir des impacts qui vont varier en fonction des conditions environnementales, température, humidité, par exemple, sur la période de 2003 aussi, en période de canicule, forte sécheresse. Les stomates étaient fermés. Du coup, on a eu un faible impact de l'ozone. Par contre, c'est vrai qu'un pic de pollution, c'est le dernier point, un pic de pollution sur une courte période. Là, la plante n'a pas le temps de mettre en place les systèmes de défense et là, on va retrouver des dégâts massifs. Aussi, ce que l'on voit sur les périodes estivales, c'est qu'on a des plus forts impacts sur les forêts d'altitude qu'en plaine, car on a une humidité plus importante et du coup, les stomates sont ouverts. Alors, toutes les plantes réagissent pas de la même façon. Les espèces les plus vulnérables, hein, c'est le blé, le soja, la laitue, les tomates, les haricots. Les moins sensibles, ce serait le riz et la vigne. Et par contre, la documentation sur les espèces sauvages aujourd'hui, elle est encore très mal documentée. Voilà, vous avez une carte des pertes de rendement agricole sur le blé, qui est issu des travaux du CITEPA, qui montre effectivement, on s'y attend hein, dans la vallée, bon, alors, tout ce qui est pleine de grandes cultures françaises au nord de la France, voilà, mais aussi tout ce qui est chez nous, vallée du Rhône, qui est touché. Autre point également, et pas des moindres, c'est qu'on a du coup une perte de possibilité des arbres de stocker le CO2 en lien avec cette atteinte des plantes. Et ça a été chiffré par l'INERI, cette perte a une baisse de capacité à stocker qui est de 14%. Donc, ce qui est loin d'être neutre. Alors après, les impacts sur la biodiversité. Aujourd'hui, ils sont peu ou pas documentés. On a peu d'informations sur l'impact de l'ozone sur les écosystèmes. On sait que ça peut modifier les relations de compétition entre les espèces et du coup altérer la composition écosystème et biodiversité. Tout ce qui est aussi relation plante-insecte va être modifié hein, du fait que les capacités nutritives de la plante ont bougé, mais là c'est vraiment encore le domaine de la recherche et c'est pas encore du tout documenté. Alors sur les symptômes, comment les reconnaître? Alors, on voit plusieurs dénominateurs communs. Souvent, ce sont les feuilles adultes qui sont plus touchées que les jeunes. Là, on le voit sur cette plante, hein, où sont plutôt les feuilles du bas qui vont jaunir. On va voir entre le recto et le verso de la feuille des colorations qui sont différentes, hein, coloration rouge, tache noire ou brune sur les faces exposées à la masse d'air.
alors qu'on ne va pas la retrouver dans l'autre sens. Donc, voilà. On peut avoir des feuilles qui restent vertes le long des nervures et qui se décolorent entre deux. On va avoir des feuilles qui vont vieillir plus vite et tombent plus tôt. Donc ça, on l'avait vu aussi sur la première diapo. Après, si on a un couvert qui est assez dense, c'est plutôt celles qui sont au-dessus, donc en direct contact, une fois de plus, avec la masse d'air qui vont être touchées et pas celles du dessus. Donc on est vraiment comme la prise d'un coup de feu, hein, finalement, sur ces atteintes à court terme. Et après, sur le plus long terme, donc là, on voit des dégâts progressifs sur une feuille, hein, à droite, bien touchée au milieu et des très, très endommagés sur la droite. Et on va retrouver les mêmes problématiques sur les conifères, hein, avec des symptômes plutôt visibles sur les parties supérieures de la cime et sur les faces supérieures des branches et des aiguilles. Donc là, on va retrouver des marbrures chlorotiques avec des zones de différentes couleurs, fréquemment donc sur les aiguilles de plus d'un an. Donc, c'est voilà, des effets liés à l'âge, comme sur les feuillus, et des effets plus directs sur les zones qui sont directement exposées à la lumière. Alors, de tout ça aussi, on peut tirer quelques bénéfices tout de même au niveau de la biosurveillance de l'ozone, parce que finalement, on voit qu'il y a certaines plantes qui réagissent mieux que d'autres et qui, du coup, peuvent servir de marqueurs. Euh, c'est typiquement le cas des plants de tabac, du trèfle et des haricots, mais c'est surtout le plant de tabac qui a été utilisé hein, pendant des années comme marqueur des pics des pics de pollution, pardon, et qui sert à la définition des indices d'exposition. Donc, on a vu tout à l'heure les cartes d'AOT, donc elles étaient définies à partir de ces différents plans et qui servent de modèle d'impact sur les rendements des cultures aussi et sur les essences forestières. Alors, là où ça peut être intéressant pour vous, c'est de peut-être pour vos animateurs d'avoir quelques plans à droite à gauche, de les planter et de voir suivre les dégâts au fil de la saison, où il y a une bibliographie très riche là-dessus et qui permet même de voir l'AOT, où on en est euh, par rapport au site. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont assez intéressantes à mettre en place facilement. Alors, pour conclure, donc ce qu'on voit, c'est quand même le sujet, on pensait le maîtriser, hein, il y a une dizaine d'années, les pics de pollution avaient disparu, voilà, plus de soucis, mais en fait, ça réaugmente fortement. Donc ça réinterroge tout le monde, y compris les chercheurs du Centre européen d'ISPRA, qui se posent des questions sur le méthane aussi, avec l'augmentation du niveau de fond, pardon, du méthane, voir s'il n'y a pas un impact, l'impact de ces COV. Voilà, il y a des travaux en tout cas qui sont en train d'être relancés là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se dire pardon, il faut pas se dire qu'une action, on ne va pas la faire parce qu'on va faire augmenter l'ozone. Je vous parlais par exemple du trafic routier tout à l'heure et des baisses de vitesse. Il faut la faire parce que finalement, c'est tout ça, c'est des actions sans regret. C'est-à-dire qu'on va gagner sur les oxydes d'azote en baissant la vitesse. Donc on va avoir un effet sur ce polluant-là. On va baisser les émissions de CO2, on va baisser les émissions de particules. Donc finalement, l'impact sanitaire, même si on augmente un polluant, en baissant les autres, c'est plutôt positif. Les COV, c'est pareil. Il y a énormément de COV qui sont dangereux pour la santé, hein, même certains qui sont cancérigènes. Donc on ne va pas dire qu'il faut arrêter de baisser les COV. Voilà. Mais par contre, il faut au contraire, on sait qu'il faut massifier cette baisse pour réussir à avoir des résultats. Et que malheureusement, si on veut agir, il faut agir sur une très grande échelle, un très grand périmètre, parce que l'ozone, il a une durée de vie importante, il est grand voyageur. Et même si demain, le Grand Annecy supprimait toutes ses émissions, eh ben, je suis quasi sûr qu'on ne verrait rien, quoi. Presque rien, sur tout ce qui est croissance de plantes, voilà, sur les indicateurs long terme, parce on est dépendant à la fois des flux de sud, mais aussi que la circulation atmosphérique, elle se fait enfin, elle se fait vers l'est, d'ouest en est, et que du coup, voilà, on va avoir cette masse d'air pollué qui nous arrive dessus régulièrement l'été.
Donc les impacts sur la santé humaine, par contre, ça, ils sont bien documentés, avérés, quantifiés. On est capable en région Rhône-Alpes, par agglo, de dire il y a tant de morts prématurées liées à l'ozone. Ça, c'est facile. Par contre, dès qu'on touche voilà, au vivant, c'est plus compliqué. Tout ce qui a été baisse de rendement a été bien documenté aussi parce qu'il y a des intérêts économiques hein, derrière, clairement. Donc ça a été les anciens travaux. La nouvelle génération va sur ozone biodiversité, voilà, mais avec encore peu de résultats aujourd'hui qui sont bien documentés. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Merci beaucoup. Très intéressant. Je me demandais, j'avais une première question, c'était les expériences avec les plants de tabac. Moi, j'avais participé il y a 20 ans à un projet qui s'appelait Un bon plan pour l'air. Donc, dans tous les collèges, lycées, il y avait des plants de Ah, tabac oui. et on regardait. Je ne sais pas si ça existe encore, parce que, effectivement, pour les animateurs, même nos animateurs ici, c'est intéressant, en fait. Non, bah ouais, effectivement, ça se fait plus trop, mais moi je trouve que ça a des vertus pédagogiques Ouais. intéressantes. Et, ouais, ouais, effectivement, il y a 20 ans, on mesurait très peu ce qu'on posait, c'était très cher à mesurer. Alors je dis pas que c'est pas cher, hein, un analyseur d'ozone, mais aujourd'hui, on va dire ça, c'est un coût acceptable. Mhm. Puis on a tous les outils de modélisation aussi, mais ça fait partie de la prise de conscience en tout cas. Ouais. Et alors, il y a une autre question. Alors, enfin, n'hésitez pas, hein, Marion, Ouais. Chloé ou Mallory, si vous avez des questions, mais j'ai une autre question qui me vient en regardant les cartes. En fait, on a l'impression que, enfin, la vallée de l'Arve, en tout cas, ressort pas, Non. alors qu'elle est souvent pointée du doigt pour toutes sortes de pollutions, et notamment dû au trafic routier et au chauffage au bois. Qu'est-ce que, pourquoi, à votre avis, Alors, ça ressort pas? Alors, ouais, c'est assez simple. Il y a deux éléments. Les vallées alpines sont des vallées qui sont sensibles à la pollution et particulièrement à la pollution qu'on appelle primaire, donc tout ce qui est oxyde d'azote et particules. Mais les mécanismes de formation de l'ozone euh, font que c'est plutôt les zones d'altitude qui vont être touchées et pas spécialement les fonds de vallée. C'est pour ça qu'on les retrouve un petit peu moins colorés. Et la vallée de l'Arve, certes, qui est montrée du doigt, est une vallée allez, on va parler au passé, qui par le passé a été extrêmement polluée, mais aujourd'hui, les niveaux qu'on trouve dans la vallée de l'Arve sont pas pires qu'à Annecy, Chambéry, voire même ils sont pires à Annecy sur certains composés. Voilà, donc il y a encore des efforts à faire dans la vallée de l'Arve et il y a une acceptabilité des habitants à la pollution qui est très très faible dans la vallée de l'Arve. Donc, euh, donc ils sont très axés là-dessus, beaucoup d'associations environnementales, mais historiques aussi, hein, la RSMB voilà, est repris aujourd'hui par des mouvements, des collectifs réseaux sociaux. Donc tout ça fait que ça pousse l'État à agir plus vite qu'ailleurs. On a l'impression que le phénomène est de plus grande ampleur, mais en fait, c'est justement le La lutte, mouvement populaire qui est plus important, en fait. ah oui, 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 totalement. Alors, c'est pas, on n'est pas encore sur des niveaux qui ne nuisent pas à la santé, ça, on n'en a pas trop parlé, parce que, en fait, aujourd'hui, il y a une réglementation qui dit si tu es à 15, c'est très bien, alors que l'OMS nous dit non, faut être à 5. Donc, le Mm. préfet, il dit bah oui, mais moi, je suis État français, c'est 15, ça me suffit. Et non. Et du coup, les associations environnementales, elles disent non, mais là, t'as pas compris, nous, ce qu'on veut, c'est 5. Et du coup, il y a ce jeu très intéressant et très démocratiquement, je trouve ça d'une population qui a des attentes supérieures et qui demande à ses députés de se battre pour aller plus loin, etc. Donc, c'est un milieu intéressant pour la qualité de l'air. Ouais. Et il y a quelques années, on avait, alors c'était avant que j'arrive, mais c'était dans les années 90, 95, 97, je dirais, il y avait eu des études de la concentration d'ozone dans les réserves naturelles de montagne, dont on a la gestion. Et alors, si je me souviens bien, les grandes conclusions quand même des études qui avaient été menées, je pense que c'était en partenariat avec vous, hein, il me semble. Ouais, Euh, j'ai des souvenirs de mesures aussi en altitude. Alors, en Haute-Savoie, pas trop, mais en Savoie, sur le plan du lac, et tout, hein, et ça montrait, il me semble, justement des concentrations beaucoup plus importantes en altitude que dans la vallée à ouais, l'époque. ouais, tout à Et fait. Ouais. ça me fait écho à quand vous parlez l'impact sur les végétations aussi, le fait que bah,
les végétations d'altitude sont plus humides, avec des stomates qui sont plus ouvertes et donc plus à même d'engranger en fait les impacts de l'ozone. Voilà, ça me faisait penser à ça. Donc, Ouais, exactement. Bon, on n'a pas beaucoup bougé les conclusions, hein, je pense, finalement, de ces études, alors que sur les autres, on pourrait voir des progrès. Sur celle-là, malheureusement, je pense que les cartographies se ressemblent quand même beaucoup. Ouais. ok. Et j'ai encore une question, après peut-être j'arrête, mais est-ce que vous pensez enfin, voilà, l'ozone se mesure, enfin, voilà, se mesure dans l'air, est-ce que, parce qu'on travaille beaucoup sur les lacs d'altitude, et on mesure différents types de paramètres chimiques, on s'est aussi intéressé récemment aux microplastiques, mais voilà, différents, on travaille notamment avec l'ancien LCME qui est maintenant Editem, avec Avec l'équipe de Christine, bien voilà, sûr. Christine Pio et Emmanuel Nafrechaud. Et je me demandais si, est-ce que ce serait intéressant ou est-ce qu'il y a quelque chose à regarder dans ce qui pourrait retomber dans les lacs, en fait? Est-ce qu'il y aurait des choses à mesurer intéressantes ou pas? Parce que C'est de c'est, l'acidification, c'est déjà des choses qui sont ouais, regardées indirectement. Donc c'est ok. ça, essentiellement, c'est ça. Et du coup, Donc le pH, en en- fait. On fait des mesures de ouais, pH, par exemple. Ouais, ok. exactement. Mais en tout cas, ces deux chercheurs, et particulièrement Christine, qui travaillaient avant sur l'air, connaissent Ouais, aussi par cœur tous ces sujets. Ouais. ok. Parfait. Je sais pas, Marion, Chloé ou Mallory, est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va. Alors, il y a une question de Chloé qui peut pas, qui a son micro qui fonctionne pas. Ah, c'est Elle l'a pour ça. écrit sur le chat. Elle s'excuse aussi d'arriver en retard. Sa question, c'est quelles caractéristiques des plantes pourraient expliquer leur sensibilité à l'ozone? Est-ce qu'il y a des suppositions, des extrapolations qui peuvent être faites à partir des connaissances sur différentes espèces, le tabac par exemple? Est-ce que ça pourrait... Certaines caractéristiques de plantes? Alors, moi, je suis pas le plus à même de répondre, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de remener une grande étude bibliographique sur les impacts de l'ozone et de la végétation, et que on va livrer pour décembre notre rapport, et qu'on a du coup interrogé les chercheurs comme Pierre Sicard, des gens qui sont très au point là-dessus, Kremer, et du coup, on refait une synthèse bibliographique là-dessus. Et donc, on ne manquera pas de vous la communiquer. Ouais. Ah, super, merci. Et ces travaux ouais, en cours, l'idée, c'est d'aller sensibiliser les forestiers à ces problématiques-là. Alors, c'est extrêmement compliqué. Hein. On sait très bien qu'on va déjà sur un terrain miné. Effectivement, on demande tout à la forêt aujourd'hui, hein, Mm. de produire du bois, de le stocker, d'accueillir la biodiversité, d'accueillir les gens, de résister au changement climatique. Et demain, on va leur dire en plus, bon, bah, il y a une petite problématique ozone en plus. Alors là, il faudrait peut-être plutôt planter telle ou telle espèce. Bon, voilà, on sait que ça va être compliqué, mais en tout cas, voilà, amener déjà un petit peu ce regard à l'échelle du massif alpin et du massif central. Alors peut-être ça sera. Moi j'avais une autre question, mais peut-être ça sera dans cette synthèse biblio, d'essayer de mieux comprendre le phénomène qui fait que ça réduit en fait la capacité des végétations à absorber le gaz carbonique. Le fait de ces augmentations d'ozone, c'est une C'est espèce la de. croissance. Là, pour le coup, c'est des aspects de croissance du Ok, végétal qui sont en d'accord. jeu. C'est l'accroissement naturel Ah oui, qui c'est est. un effet indirect de la Oui, croissance qui baisse. ouais. Ok, d'accord. Ok, très bien. Parfait. Et moi, j'avais une petite question par rapport à l'ozone en altitude, parce que moi, j'avais entendu qu'aussi en été, voilà, il y avait des fortes concentrations d'ozone. Et du coup, si on prenait la carte là, qui est sur le diaporama là, qu'on voit maintenant, Ouais. c'est de mai à juillet, et on voit que bah, plutôt, en plus, moi, j'habite dans la vallée de Chamonix, donc c'est plutôt un des secteurs les moins pollués. Mais si on prenait juillet-août, est-ce que ça serait différent? Est-ce qu'on aura du coup une pollution en altitude qui serait plus forte? Alors, elle est un petit peu plus forte On fait le gros du chiffre en juillet-août sur la région, voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, la carte, il n'y aurait pas de différence dans les vallées par rapport aux zones de plaine. Disons que c'est vrai qu'il y a plus de pics de pollution à l'ozone et des concentrations plus fortes et qu'on atteint plus facilement 120 microgrammes, etc. Mais ça montrerait pas quelque chose de plus accentué en vallée. Euh, alors aussi parce que les vallées ont des températures un peu plus froides. Hein. Sur Maurienne, Tarentaise et Arves, voilà. En lien avec l'altitude, Chamonix, il y a déjà, on est déjà à 1000 mètres. Donc déjà, on a une photochimie qui se fait moins qu'en vallée du Rhône. D'accord, ok.
Bah, merci. Ok, Moi, parfait. alors, moi, j'ai aussi une question. Je suis désolée, je suis arrivée en retard. Je pense pas développer cette partie-là, mais sur les plantes, parce que je me dis, là, si au manoir de Novelle, on s'amuse à mettre des plantes de tabac pour montrer ça aux gens, justement, cet impact-là, moi, je suis pas sûre d'arriver à faire la différence entre un plant de tabac qui a pas assez bu, qui a eu trop chaud ou qui a souffert de l'ozone, quoi. Est-ce qu'on arrive, nous, à faire une différence enfin, je veux dire, si on n'a pas bien arrosé notre plant de tabac ou qu'il a été trop exposé à la chaleur, est-ce qu'on risque pas de mélanger ça avec des signes de Alors, Alors, Carole, dégradation vous qui par l'ozone? avez pratiqué, non, j'allais dire, il y a en fait Mallory, donc Mallory est animatrice notamment sur les réserves. Il y a une super enfin, il y a un outil pédagogique qui s'appelle un bon plan pour l'air. Il y a plein de fiches qui ont été élaborées d'animation en classe, etc. Donc, on devrait pouvoir récupérer ça. C'est Planète Science qui avait mis ça en place. Et donc, j'imagine qu'il y a des descriptions assez fines, mais comme on le voit sur la photo aussi là, de nuances en fait. Après, oui, il faut en planter plusieurs, hein, faut pas juste planter un oui, petit peu. voilà. Après, Voilà, l'effet individu qu'il faut enlever, ça c'est sûr. ouais. Mais c'était très bien fait dans les collèges et très suivi. Et les résultats, ils étaient assez intéressants, hein. Et donc ça se tente, on peut en discuter, Ouais, malheureusement. faudrait qu'on Voilà. regarde. Mais Mm. si on s'amuse, est-ce qu'on peut aussi s'amuser à comparer? Genre, on met plusieurs plans, mais alors après, oui, du coup, s'il faut mettre plusieurs plans, on va peut-être pas en planter dans les réserves naturelles. Mais je me dis, ça pourrait être intéressant de suivre l'évolution, d'avoir des photos, de suivre des plans comme ça sur différents sites et de voir la comparaison pour que les scolaires ou même le grand public voient un petit peu, même si c'est que sur les réseaux sociaux, voient les différences. Mais bon, s'il faut faire Complètement, un feu complètement. tabac. Dans Ouais. le jardin botanique de Novelle, là, juste en dessous, là, c'est très bien, ce serait très bien. C'est pas des espèces invasives en plus, donc ça peut se planter assez facilement. Mm. Mais genre, il faut des grandes surfaces ou si on se met 3-4 plans, c'est déjà suffisant? Ouais, Ouais, c'était c'est ça. ça. Il faut qu'on regarde le protocole, Mallory, mais c'était D'accord, assez ouais. faible. Mm. Ok. Bah voilà, c'était ça ma question. Ok, super. Bon, il est 13 heures, je pense que je vais quand même libérer tout le monde. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et puis, on diffusera cette présentation aux personnes qui n'ont pas pu être là. Et puis, ça sera mis en ligne sur notre site internet aussi. Elles sont en replay. Voilà. Merci Parfait. beaucoup, en tout cas. Et puis, avec hâte, on attend la synthèse biblio. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis sans doute d'autres travaux à venir ensemble. On a plein de choses à Ouais, travailler. Ouais. très bien. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci, Merci. bonne journée. Au revoir.